Bonjour à tous et bienvenue pour notre petit déjeuner Culture Branche, santé et prévoyance collective. Pourquoi un tel niveau de sinistralité d'un déséquilibre à un équilibre? Je suis ravie de vous retrouver ce matin, si nombreux, aux côtés d'Alexandre Lagache, Wilfried Tenguin, Shafik El Aougri et Jean-François Lécuyer. Jérôme Frasson est dans un train qui arrive en retard. Il va arriver au cours de ce petit déjeuner pour participer à la table ronde. Merci d'être là aussi à distance. Et puis, du coup, au programme de cette matinée, 1h30, pardon, de cette heure et demie ensemble, nous aurons 3 temps forts. D'abord, Alexandre va revenir sur les faits marquants de ces derniers mois en matière de santé et prévoyance collective. Puis, Wilfried fera un décryptage sur les régimes de branches en matière de santé et prévoyance. Et on aura à cette occasion une interview de Pierre-Olivier Donat, président du syndicat Les chirurgiens dentistes de France, pour parler du 100% dentaire. Et enfin, nous donnerons la parole aux négociateurs de branche ici présents pour une table ronde sur cette sinistralité et vers une recherche d'un équilibre. Donc, tout au long de ce petit déjeuner, vous aurez l'occasion d'intervenir sur le fil de discussion. Donc, n'hésitez pas à le faire. Nous essaierons de répondre aux questions au fil de cet événement. Si ce n'était pas possible, nous reviendrons ultérieurement avec des éléments de réponse. Enfin, n'hésitez pas non plus à interagir sur les réseaux sociaux, Twitter et LinkedIn, en mentionnant le compte Culture Branche. Donnons sans plus attendre la parole à Alexandre pour démarrer ce petit déjeuner. Merci beaucoup Véronique pour cet accueil. Écoutez, à mon tour de vous souhaiter la bienvenue dans cet événement. On est très heureux de vous revoir dans cette rentrée qui est pour le moins chahutée. Je vais commencer par vous revenir sur les éléments, les événements marquants de ces derniers mois qui vont en fait éclairer, qui expliquent pourquoi on a voulu traiter ce thème. Ce thème s'est imposé assez naturellement. Alors, on a fixé la barre assez haut. 30 pour essayer de vous éclairer, de vous donner des éléments le plus factuels possible, vous aider à décrypter cette actualité. On n'a pas la prétention de répondre à toutes les questions, mais on espère que vous ressortirez de cette heure 30 avec des idées un peu plus claires et surtout quelques points de repère, voilà, quelques références qui vont vous aider à bien comprendre les enjeux de notre marché. Alors, on va commencer par les quelques événements qui ont marqué ces derniers mois. On a essayé de les traduire de manière très synthétique avec en les regroupant par thème. Alors, vous allez voir des slides normalement sur le déroulé. Voilà, merci beaucoup. Donc, vous avez tous, j'imagine, lu la presse. On vous a fait une sélection d'articles qui ont marqué. C'est une sélection parmi d'autres et donc on a essayé de vous les décrypter en classant les différents types de thèmes. Alors, premier thème, premier élément marquant, vous le savez, je pense, ça a été abondamment relayé dans la presse. On a vu un certain nombre d'assureurs résilier des accords de branche. Alors, résilier des contrats d'entreprise, ça se fait régulièrement. Résilier des accords de branche, c'est vrai que c'est un peu plus rare, il faut le dire. Ça s'est fait avec un volume de chiffre d'affaires assez faible, il faut le dire, mais avec un nombre d'accords anormalement élevé. L'autre élément à noter, c'est qu'il y a eu des résiliations. Alors, vous savez qu'il y a deux types de résiliations. Les résiliations à titre conservatoire, on laisse du temps à la négociation de se faire. Et puis, il y a des résiliations définitives. Donc, c'est vraiment le souhait d'assureur de se retirer d'un certain nombre de branches ou de secteurs. Donc là, on a eu affaire à des résiliations définitives, donc ce qui est aussi assez atypique et qui traduit, donc on le résume en disant que c'est un sentiment d'urgence. On va le voir dans les autres éléments, c'est aussi ce qui marque, je pense, cette rentrée. Alors, deuxième type d'événement, et dans la chronologie, c'est arrivé plutôt après, donc c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'il y a eu des difficultés de redressement de certaines branches. Alors, j'essaye de ne pas citer trop d'acteurs, on ne cherche pas évidemment à pointer du doigt tel ou tel assureur. On a évidemment beaucoup de respect pour nos confrères. Mais là, je vais citer la branche en question pour que ce soit plus clair dans l'exposé. C'est une branche sur laquelle on n'intervient pas, donc on peut avoir un regard un peu plus neutre. Donc, c'est la branche HCR, hôtel, café, restaurant.
Elle a été abondamment commentée dans la presse. Alors, il y a plusieurs éléments qui sont intéressants là. Donc, c'était une branche dont le déséquilibre était clair, et pas de doute, ni de la part de l'assureur, ni de la part des partenaires sociaux, ni de la part des conseils. On était très au-dessus de 100, donc au-dessus de 150%, donc sur un risque santé. Donc, c'était une situation qui était très claire. Deuxième élément intéressant, c'est que on pensait, en tout cas les différents intervenants, pensaient être arrivés à un accord et c'est in fine cet accord qui n'a pas tenu. Donc ça illustre bien, par rapport à notre sujet, la difficulté de faire un pilotage et d'arriver à bon port dans des délais compatibles. Et puis troisième élément qui est intéressant, et donc là, on peut l'extrapoler à des clients ou des secteurs, y compris chez nous à G2R La Mondiale, qu'on connaît bien. C'est un secteur, donc les restaurateurs, les hôtels, les cafés, qui a été très marqué par la crise. Et donc, c'est assez symptomatique que les choses se sont bien passées pendant la crise, parce qu'en réalité, vous le savez, il y a eu des mesures d'accompagnement qui ont fait qu'il n'y a pas eu de drame. Je résume de manière très synthétique, il n'y a pas eu énormément de faillites dans ce secteur ou ailleurs, il y a même eu plutôt moins de faillites que d'habitude, grâce au PGE, aux prêts garantis par l'État, au chômage partiel. Et là, on arrive à un moment où tous ces dispositifs sont retirés et vous le savez, il y a une tension sur l'inflation, sur les salaires, qui font qu'en fait, c'est un peu plus compliqué maintenant, et les assureurs notamment, pas que, sont attentifs à la situation économique d'un certain nombre de secteurs. On sait que ça risque d'être plus compliqué en 2023 et tous les éléments, on est très proche, on cherche à être très proche de nos clients et de la vie des secteurs, et on sait que tout le monde est inquiet aujourd'hui. Donc voilà, la difficulté de redressement de certaines branches, et donc avec cet exemple HCR, décrypte assez bien, je trouve, le marché, parce que c'est ce qui nous attend sur un certain nombre de branches et qui explique aussi la posture de certains assureurs. Alors, troisième élément qui a été moins commenté dans la presse, mais vous êtes tous, y compris autour de la table, vous êtes au fait de ces sujets-là. On voit qu'il y a un certain nombre d'appels d'offres sur lesquels c'est plus compliqué d'avoir des réponses de la part d'assureurs. En tout cas, il y a moins de réponses de la part d'assureurs, y compris d'assureurs tenants. Ça traduit là aussi la tension qu'on a sur le marché. Ça traduit le fait que les assureurs sont plus frileux, mais c'est un événement. Pas tout à fait nouveau, mais ça s'est intensifié, je dirais, ces derniers mois. Et quand on se reprojette, quand on se remet un peu en arrière il y a quelques années, on voit que ce n'était pas le cas, que les assureurs répondaient d'une manière beaucoup plus franche à ces appels d'offres. Et leur quatrième élément, donc on a vu, donc c'est un peu plus récent, une annonce de plan de redressement, plan d'économie chez certains assureurs, donc là aussi qui ont pu surprendre par leur ampleur. Les chiffres qui ont pu sortir dans la presse ont été là aussi assez marquants. Et donc là aussi, dans le paysage actuel, c'est le dernier élément qui montre que la rentrée est compliquée, qui montre qu'il y a une certaine tension. Alors, sur le visuel suivant, je vais essayer de vous donner les quelques... Ah bah oui, c'est là, je vais le faire. C'est les quelques éléments très synthétiques pour essayer d'expliquer cette réaction, cette intensité de la réaction des assureurs. Alors, pour faire extrêmement simple, la première cause, vraiment, c'est le choc, le double choc qu'on a connu sur 2021. Choc de sinistralité qu'on a eu à la fois en santé et à la fois sur le risque prévoyance et notamment sur l'arrêt de travail. C'est la première fois, je crois, moi ça fait un peu moins de 10 ans que je travaille sur ce marché, je crois que c'est la première fois qu'on a un choc, un double choc, de cette ampleur qui arrive la même année. Donc se prendre une claque, c'est toujours un peu étonnant. Se prendre deux claques la même année, évidemment, c'est encore plus fort. Pas d'illusion à l'actualité, mais voilà, ça illustre bien la violence et l'effet de surprise, donc c'est pour ça que j'utilise ce terme. Alors, de quel choc parle-t-on précisément? Et évidemment, on reviendra, vous avez compris, dans la suite de cette heure 30 pour éclairer ces deux sujets. Donc le premier choc, c'est le 100% santé. Je parle bien de choc parce que
Les assureurs ont l'habitude des réformes réglementaires. On avait eu le contrat responsable il y a quelques années et ça n'avait pas posé de problème existentiel. Là, le 100% santé, c'est une réforme sur laquelle tout le monde, il faut le reconnaître, le rapport de la Cour des comptes l'a aussi pointé. Personne n'avait anticipé l'ampleur du coût de cette réforme. On était vraiment tous sur quelques pourcents et plutôt 1 ou 2% de coût. Et on va le voir, Wilfried en parlera, le coût a été beaucoup plus important et surtout par rapport aux marges. On fait des marges sur cette industrie, vous le savez, assez faibles, de l'ordre de 0,5% quand on raisonne net de tout. Avoir un choc de l'ordre de 5 points, Wilfried précisera, c'est significatif. C'est vraiment quelque chose de significatif. Et là encore, on ne l'avait pas vu venir parce que vous savez, il y avait eu les confinements qui faisaient que 2020 avait un peu masqué la situation. Et donc, c'est 2021 où ça a émergé. Donc ça, c'est le premier choc. Il faut en prendre la mesure. Et le deuxième choc, c'est les arrêts de travail. C'est un vieux sujet, la dérive arrêt de travail. C'est un bruit de fond qu'on a sur nos branches et puis plus généralement sur l'ensemble des risques prévoyance collective. Mais là, il s'est vraiment passé quelque chose. Et Wilfried vous l'expliquera là aussi, c'est pas que le Covid. Beaucoup de gens ont pensé que c'était des arrêts de travail Covid, mais là, la conviction qu'on a, c'est ce qu'on a vu dans le baromètre Aiming aussi, Aiming et G2R la mondiale, on voit qu'il y a autre chose. C'est une nouvelle donne, on parle de nouvelle donne, c'est-à-dire c'est un autre rapport au travail qui se traduit par plus d'arrêts de travail et évidemment le télétravail a bousculé et a créé un stress supplémentaire. Donc voilà, ces deux chocs, pour nous, c'est vraiment l'élément déclencheur. Et évidemment, le fond du sujet, c'est bien que le métier santé-prévoyance, vous le savez, sur le collectif, il y a une concurrence incroyable, il y a des marges très faibles. Et donc, quand vous êtes dans un environnement avec des marges très faibles et que vous subissez un choc, évidemment, ça se traduit dans les résultats de manière assez significative. Et donc, ça explique, c'est un des éléments d'explication de la réaction des assureurs. Deuxième élément, on est un marché qui est très réglementé. Là aussi, vous le savez, mais la CPR est plus tendue qu'auparavant. Elle vient nous voir et donc la réglementation, solvabilité de la CPR font qu'à chaque fois qu'il y a des pertes, on les extrapole dans le futur et donc il y a un effet, il y a là aussi un deuxième effet qui est redoutable. Donc voilà les quelques éléments sur lesquels on voulait vous apporter un éclairage. Donc c'est pour ça que je remercie chaleureusement Wilfried de bien vouloir nous présenter plus précisément les impacts de ces chocs. On a la chance chez G2R la mondiale d'avoir un portefeuille assez large. Et donc on va partager avec vous des éléments factuels sur cette sinistralité santé et prévoyance. On restera synthétique pour que vous ayez que les chiffres clés. Mais donc Wilfried, merci encore et à toi la parole. Merci Alexandre. Donc effectivement, là, mon rôle, ça va être d'illustrer les chocs évoqués par Alexandre. En deux temps, en fait. Le premier temps, ça va être le risque santé ou la garantie santé. Et puis dans un second temps, la prévoyance. Et entre les deux, on aura une petite pastille vidéo pour illustrer la partie santé. Donc voilà. Pour attaquer, en fait, sans attendre la partie illustrer la situation en fait sur les risques santé. Je ne sais pas si vous voyez en fait les diapos qui sont pardon, c'est à moi de peut-être. Okay. Ça va arriver, je crois. Ouais. Voilà. Il y a des diapos. Ça arrive. Ça va y arriver. Voilà. Donc pour illustrer en fait super, merci beaucoup. La santé collective. Alors santé collective, on va attaquer tout de suite. Pour vous décrire en fait cette diapo, en fait, c'est l'ensemble du portefeuille collectif qui a fait l'objet d'une analyse là dans cette diapo, pour montrer deux choses. Sur la partie en fait gauche de la diapo, vous avez l'évolution du coût moyen par bénéficiaire entre 2019 et 2021. Alors pourquoi 2019 à 2021 Pour vous rappeler, la crise sanitaire en santé a fait en fait
plonger en fait la consommation en fait en santé. Et donc 20 ne peut pas être un point de référence pour nous. C'est d'ailleurs, ça a été une des complexités dans le pilotage de vos régimes, parce qu'effectivement 2020 c'est un moment durant lequel la crise sanitaire a conduit à isoler les gens, ne pas leur permettre d'accéder aux soins, etc., etc. Donc on a vu évidemment fondre la consommation en fait en santé sur ce terrain-là. D'ailleurs, en fait, l'État s'en était aperçu et au travers de cet exercice, nous a mis en fait une contribution, une taxe, enfin, je ne sais pas comment on peut l'appeler exactement, mais qui On peut l'appeler taxe Covid, je trouve. Ça dit bien les choses. Pour justement bien montrer qu'effectivement, il y a eu des excédents et ces excédents devaient être captés pour d'autres usages. Donc, évidemment, les assureurs et l'assureur que nous sommes, effectivement, a contribué à ça largement en 2020. Mais donc, 2021-2019, alors on voit bien qu'il y a des effets en fait, de volatilité autour de cet exercice. Là, on est vraiment par mois de consommation et avec des pics en juin 2021. Alors ça, c'est quelque chose qu'on retrouve sur notre portefeuille, quel que soit le portefeuille, quel que soit le segment. Mais voilà. Donc, mais en moyenne, ce qu'il faut retenir, c'est une évolution consolidée de plus 6,3 en moyenne sur l'exercice 21 par rapport à 2019. Donc, on est bien sûr une évolution sur 2 années. On ne se trompe pas sur le sens du 6,3, avec une très forte évolution en fait en juin 2021. Donc, c'est une évolution sur 2 ans. Ensemble du portefeuille collectif. Ça veut dire qu'à l'intérieur, sur notre portefeuille, pour le décrire, en fait, on a 3 types de segments. Un segment d'offres plutôt standard, un segment d'offres plutôt entreprise sur mesure, puis un segment d'offres branche, CCN. Qui constitue quand même une très grosse partie en fait de l'observation de la consommation qu'on observe là. Donc c'est quand même assez illustrant. On verra et je vous donnerai d'ailleurs dans la diapo suivante quelques éléments propres en fait au périmètre branche pour vous dire que peut-être que la situation n'a pas été totalement homogène en termes d'évolution de la consommation. Un petit teasing, mais bon. Mais retenez 6,3 en moyenne sur le portefeuille santé collectif entre 2021 et 2019. Donc un vrai choc. Un vrai choc, et à l'intérieur de ça, on verra que c'est composé de différents éléments, qui, à la fois de la dérive structurelle et des événements liés au 100% santé. On abordera ce point. Et si tu permets, Wilfried, oui, c'est un vrai choc parce que quand on se remet en arrière, on était sur des dérives très faibles. Aujourd'hui, on est dans un monde où l'inflation est repartie et tout le monde est baigné et baigne dans cet environnement. Mais à l'époque, donc en 2019 et 2020, on était encore dans un référentiel où les dérives étaient très faibles, voire même nulles sur certains comptes. Et donc, ça a été évidemment ancré dans les esprits des négociateurs que vous êtes, mais y compris des courtiers ou des acteurs conseils, des acteurs du marché. Alors, pour illustrer un peu ce qui compose cette évolution à la hausse du coût moyen par bénéficiaire, donc la consommation globale en fait en santé, c'est tiré par 2 postes en particulier. Alors, j'ai relevé le dentaire, le poste dentaire, qui en fonction des segments contribue de manière forte en fait à cette évolution de la consommation moyenne par bénéficiaire. J'ai noté entre 18 et 29% en fonction du segment qu'on observe. Puis les prothèses auditives qui ont aussi, elles aussi, également tiré en fait le sujet de cette hausse de la consommation par bénéficiaire. On voit bien en fait déjà, alors optique dans une moindre mesure, on verra d'ailleurs qu'effectivement la réforme, puis d'autres rapports s'en font l'écho. Je crois que c'était les rapports qui sont livrés en lien qui évoquent ce sujet. On voit bien que ce sont les postes qui quand même ont été l'objet de la réforme 100% santé qui ont en fait progresser quand même globalement cette consommation moyenne par bénéficiaire sur le segment collectif. Donc c'est pas étrange. C'est au-delà de la dérive structurelle, ça a dû rajouter des éléments en termes de garantie qui ont été consommés. La partie droite, alors la partie droite, il y a une partie grisée, j'aurais voulu l'effacer parce qu'en réalité, elle n'est pas significative. C'est l'évolution de la consommation, le coût moyen par bénéficiaire entre 2022 et 2021. Ce qui commence à être significatif, c'est le premier trimestre 22 par rapport au premier trimestre 21. La partie à gauche, là on est sur des données observées. Il n'y a pas de projection sur la charge de sinistre qu'on serait amené ou charge de prestation qu'on serait amené à payer. Donc on est bien sur des choses constatées. Donc c'est pour ça que la partie totalement à droite
du graphique n'a pas de sens particulier. On ne peut pas tirer de conclusion sur une tendance. On peut commencer à tirer des conclusions sur le premier trimestre 22 par rapport au premier trimestre 21. Et ce qu'il faut retenir là, dans une vision à fin juillet de ce premier trimestre, alors, pas vraiment en survenance, hein, en date de soin, c'est une évolution de plus 3. Alors, plus 3 sur une année qui est déjà en évolution importante entre 21 et 19. Hein. Donc, on continue à empiler en fait des dérives au-delà de ce qu'on pouvait constater. D'ailleurs, historiquement, tu le rappelais juste avant, avant la crise. Hein. Il y a le monde d'avant, il y a le monde d'après. Enfin, si on peut caricaturer, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, voilà. Donc, ça, c'est des constats. C'est des constats qu'on a fait sur le portefeuille, qu'on suit régulièrement. D'ailleurs, on est très attentif à ça parce que ce sont des indicateurs, alors chez nous, chez les autres aussi, hein, on n'est pas plus que la moyenne du reste du marché, mais on est très, très attentif à ces indicateurs sur l'ensemble de nos portefeuilles en santé. Ça, c'est pour la première diapo. Alors, je ne sais pas vers quoi si j'appuie, tac, pardon. Alors, peut-être derrière, faites passer le. Alors, si vous pouvez changer de slide, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Non, c'est bon, merci. Alors là, c'est pour donner à voir sur l'évolution, le 6,3, alors tableau en haut à gauche, on retrouve l'évolution 2021-2019 de 6,3%. Et l'idée, c'est de se dire, qu'est-ce que ça contient, ce 6,3%? Comment on peut le décomposer? Alors, le 6,3%, en fait, pour retenir les deux chiffres qui sont importants, il y a un effet 100% santé, on chiffre toujours hein, sur le portefeuille collectif gestion directe dans son ensemble, hein, sans distinction entre standard, sur mesure et branche. On a un impact 100% santé qu'on chiffre à plus 3,1 et un impact hors évolution 100% santé à 3,2. Ce sont des évolutions toujours sur 2 ans, hein, je le rappelle. C'est important de se le rappeler. Et si on regarde à l'intérieur du 100% santé, on s'aperçoit qu'on décompose cet effet. À grosse maille, c'est un exercice compliqué. Hein, donc, je remercie la direction d'Actuaria pour ça, parce que je pense que c'est vraiment les spécialistes de cet exercice. Bravo à eux. Il y a 3 postes enfin, il y a un poste entre. Si on peut résumer, il y a un poste. Si on doit retenir quelque chose, il y a un poste qui tire cette consommation vers le haut, c'est le poste dentaire. C'est un des éléments, et tu le disais, et j'en prends, enfin, je ne suis pas plus responsable que la moyenne du marché, mais on ne l'avait pas anticipé. Cette réforme du 100% santé, en fait, elle a mis en place en fait, un certain nombre de garanties, de nouvelles garanties, et elle était très efficace, notamment sur la partie dentaire. On verra que c'est un peu moins vrai sur la partie optique. Et la partie optique, il y avait un autre élément dans la réforme 100% santé qui explique que en fait, finalement, ça pouvait être parfois une source d'économie. C'est qu'il y avait un effet contrat-responsable avec la monture qui plafonnait en fait, le montant de remboursement de la monture. Donc d'un coup, en fonction du niveau de garantie qu'on pouvait avoir, on pouvait avoir un niveau de garantie monture plus bas, qui pouvait être une source d'économie pour les régimes. On verra que enfin, le dentaire, pour le coup, ce n'était pas du tout le sujet. Et on a totalement mal anticipé ce coût. Mais nous, à G2R, la place, en règle générale, les conseils en actuariat qui nous entourent, on est passé à côté. Enfin, Et même, pour aller dans ton sens, hein, Wilfried, je le disais, et même les pouvoirs publics, enfin, hein, le rapport de la Cour des comptes, de manière soft, évidemment, le pointe, hein, en tout cas le montre de manière claire. Ceux qui ont mis en œuvre la réforme ne s'attendaient pas à un tel impact. Alors encore une fois, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans les propos, Wilfried a raison. L'idée, c'est de vous donner des éléments clairs, factuels, hein, c'est les chiffres, les chiffres sont têtus. C'est une bonne chose, hein, point de vue assuré et pour la collectivité et pour la santé de l'ensemble de nos concitoyens, c'est une très bonne chose que cette réforme ait eu un succès. Et donc, alors, tu ne l'as pas dit, mais c'est aussi la fréquence, c'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui vont vers ce type de soins, notamment sur le dentaire, c'est vrai aussi sur l'audioprothèse, hein, donc dans nos hypothèses de tarification, on s'est planté sur beaucoup d'éléments, mais notamment sur la fréquence, hein, le nombre de personnes qui ont eu recours aux soins. Donc c'est une très bonne chose à long terme, ça aura un bénéfice à long terme sur la santé. Maintenant,
là, pour aller dans tout le sens, Wilfried, et je te laisse la parole évidemment, on voit qu'il y a eu un effet significatif et récurrent. Et c'est ça qui est, voilà, qui est marquant dans cette réforme, et tous les impacts qu'on avait pu chiffrer, même ce que tu disais, l'optique, on s'attendait à ce que ça fasse encore moins que le -1 qu'on a là. On a eu des mauvaises surprises sur 2021. Oui, non, mais tu as bien fait de compléter, parce qu'en réalité, moi, j'ai un discours de technicien et vous m'avez invité pour ça, donc il faut parfois en fait me reprendre. Effectivement, beaucoup de respect pour les techniciens. Non, je sais ça. Je sais ça. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, en fait, la réforme a rencontré son public, c'était fait pour ça, et effectivement, l'efficacité a été sous-évaluée. Le renoncement, notamment sur la partie dentaire, a été largement sous-évalué, et le renoncement aux soins, j'entends. Hein, et donc, et en ça, la réforme est très efficace. Donc, on va pas se tromper sur l'objectif. L'objectif a été atteint. Donc, moi, je suis là plutôt sur le constat, en fait, et le fait qu'en réalité, on a sous-estimé l'effet de cette réforme, mais on partait c'est très lié à des comportements, il y a aussi des comportements prescripteurs, et donc c'est extrêmement compliqué à anticiper. Donc, je ne cherche pas à me justifier, mais en tout cas, c'est normal qu'on soit peut-être passé à côté de de cette réforme. Alors, pour donner à voir sur aussi, parce que là, on est sur le collectif gestion directe dans son ensemble, quelques chiffres qui concernent particulièrement la partie CCN, santé. Le 6,3 qu'on voyait d'évolution de consommation par bénéficiaire entre 21 et 19. Et ben, en fait, le pendant pour la partie, le périmètre CCN dans son ensemble santé, c'est +9. On va essayer de comprendre pourquoi. Quand je vais détailler. En fait, le 100% santé à l'intérieur de ce +9 représente +6 contre le 3,1 qu'on voyait sur l'ensemble du portefeuille. Le 6, en fait, il se décompose un peu de la même manière. C'est beaucoup de dentaire, 5%, un peu d'audio +1%, et pas d'effet en optique 0. Alors, ça a été encore plus fort. Pourquoi plus fort? Il faut comprendre que en moyenne, le portefeuille des branches, en termes de niveau de prestation, niveau de garantie, est un peu plus bas que le reste du portefeuille. Donc, le fait d'avoir mis en place en fait une réforme qui, quand même, propose de nouvelles garanties, enfin moi, j'en parle de cette manière, hein, ce sont vraiment des garanties supplémentaires, a eu un effet supérieur à des contrats ou des offres qui contenaient des offres et des niveaux de prestation un peu au-dessus. Donc, l'écart était plus important, donc on a donné plus de garanties, donc ça a eu un effet plus fort. Voilà. Pour le résumer, vraiment quelques mots simples, c'est de cet ordre-là. Et le reste de l'évolution hors 100% santé, c'est à peu près, pour la partie branche, c'est à peu près du même ordre que le reste du portefeuille. Je suis à 3,1 alors que c'est 3,2. Donc l'effet de dérive que je retrouve de manière plus marquée sur les branches est très lié au 100% santé. Hein, il faut le comprendre de cette manière. Puis après, je rappelle le 3, donc après, ce sont des éléments en fait, voilà, de détail du 3,2, mais c'est finalement ce qu'il faut retenir, c'est l'effet 100% santé qui a été très marqué côté branche sur la partie CCN. Voilà, pour la partie santé, je pense c'est le moment de la pastille vidéo, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, pour permettre d'illustrer ou compléter. Exactement. Merci Wilfried. Du coup, on va... Ça ne marche pas. Ce truc ne marche pas. Fais confiance aux techniques derrière. On va donc passer effectivement à cette interview qu'on a pu faire pour avoir le sentiment du président donc, du syndicat des chirurgiens dentistes de France, Pierre-Olivier Donat, sur le bilan du 100% santé dentaire. Alors les vidéos, c'est toujours compliqué, donc elle va venir. Bonjour, eh bien écoutez, si j'en crois la Cour des comptes, le 100% santé en dentaire est un succès. Pourquoi c'est un succès? Bien parce qu'effectivement, nous avons vu que les chiffres, notamment correspondant à l'activité prothétique du panier reste à charge zéro, du panier 100% santé, sont d'excellents niveaux, très élevés,
par rapport à l'année précédente, qui était l'année 2020. Alors, à situer quand même dans le contexte conventionnel, hein. Rappelons-nous que cette convention a été signée en 2018 et que le dispositif du 100% santé n'a vu, je dirais, son périmètre complet être actif que lors de l'année 2021. Ce qui signifie en clair que les années 2019 et 2020, avec la situation sanitaire qu'on connaît, ont été des montées en charge progressives du dispositif. L'année 2021, effectivement, nous permet d'observer une augmentation assez spectaculaire de la consommation de soins, qu'elle soit de soins conservateurs, chirurgicaux ou prothétiques. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, on constate que le dispositif a atteint plus que sa cible, puisque en termes je dirais, d'équilibre entre les trois paniers de soins, hein, qui, je vous le rappelle, sont le panier 100% santé, le panier maîtrisé ou modéré, comme vous voulez, et enfin le panier libre au niveau prothétique, eh bien, le panier reste à charge zéro, le panier 100% santé, dépasse de près de 10 points les prévisions qui étaient établies en 2018. Alors, pendant cette passive vidéo, nous avons Jérôme Poisson qui nous a rejoint, qui interviendra lors de la table ronde. Il est très probable que, et les premiers chiffres que nous avons pour l'année 2022, qui ne sont pas encore consolidés, hein, vous le comprendrez, à la date où nous parlons, montrent que nous avons toujours un niveau d'activité qui est très élevé, mais qui n'augmentera pas en 2022 de la même manière qu'il avait augmenté en 2021. Ce qui signifie qu'on va avoir certainement un effet un petit peu plateau, avec une activité qui ne fléchit pas, mais qui pour autant n'augmente pas autant que l'année précédente. Alors, du coup, nous avons la chance d'avoir Jérôme Poisson qui nous a rejoint pendant cette passive vidéo qui interviendra lors de la table ronde. Donc, bienvenue à lui. Merci. Alors, à mon tour de reprendre un peu la parole pour poursuivre sur la prévoyance, mais avant de rentrer sur la prévoyance, je reviendrai sur la passive vidéo parce qu'il y a un point peut-être sur lequel je n'ai pas suffisamment insisté sur la tendance 22. En fait, notre conviction en 22, c'est que 22 sera au moins au niveau de 21, et notamment à cause du dentaire, parce que cette nouvelle manière d'accéder aux soins dentaires, de pouvoir être en fait soigné, les renoncements aux soins qui vont rester à peu près du même niveau, et la conviction des professionnels dont fait partie le président là qu'on vient d'écouter, et effectivement plutôt on va maintenir le niveau de consommation en 22 par rapport à 21. Donc voilà, donc ça veut dire que on voit pas, on ne verra pas, notre conviction c'est qu'on ne verra pas d'embellie, en tout cas en termes de niveau de consommation sur 22 par rapport à 21 en santé. Voilà, donc c'était important, je pense que je n'avais pas suffisamment évoqué dans la partie santé, donc d'avoir cette parole de nouveau pour l'évoquer. Et j'en profite pour remercier le président Pierre-Olivier Donat pour son intervention. Voilà, il s'est prêté au jeu. Il représente sa profession en tant que président du syndicat, et donc c'est toujours une chance de pouvoir l'écouter. Il est en prise directe avec les dentistes et il voit bien. Donc lui, il parlait de palier, hein, donc ça va exactement dans ton sens. Hein. On ne va pas redescendre. Et c'était très clairement exprimé. Voilà. Merci en tout cas. Merci encore, Président. Pour poursuivre sur la prévoyance collective sans transition, le deuxième choc. Sans transition, tu as raison. Le deuxième choc, en fait, alors là, pour le coup, je pense que effectivement, quand on aborde ce sujet, tu évoquais l'arrêt de travail, on va le décomposer en deux parties. L'arrêt de travail, on va aborder la partie mensualisation, qui est là qui concerne les arrêts vraiment dont la franchise est très courte. Hein, c'est la partie dès le troisième jour, même dans certains cas au-delà. Hein, on peut descendre jusqu'à 0 jours dans certains dossiers. Où on a évidemment observé un choc de sinistralité directement lié à la crise sanitaire. Et on voit ici toujours un peu dans cette même dynamique 21 par rapport à 19, en se disant voilà, que se passe-t-il entre ces deux exercices.
sachant que 20 était déjà haute, peut-être même plus haute que 21, et le seul point de référence, le dernier point de référence que nous ayons en termes de consommation avant crise, c'était 2019. Après, là encore, je pense que le monde a un peu changé. Tu évoquais le rapport au travail, tout un tas de sujets de ce type, mais je pense qu'on a une nouvelle donne. Donc, au-delà du caractère un peu volatile, erratique, en fait, des évolutions de consommation par mois, par mois de survenance, là encore, on voit qu'en moyenne, en fait, le choc 21 par rapport à 19, c'est plus 17% de prestations payées vu à des données arrêtées à juillet 2022. D'ailleurs, en fait, finalement, quand on regarde nos observations entre février 22 et juillet 22 sur cet exercice 21, on est proche, on passe de 16 à 17. Finalement, vous voyez, c'est consolidé, le maintien de la mensualisation. L'avantage, c'est que c'est un risque, j'allais dire, relativement court en termes de durée. Et donc, 21, on a une certitude. C'est clair, c'est net et c'est précis. Voilà la situation. Pour que ce soit bien clair, pour tous les gens qui ne sont pas habitués à ces tableaux qui sont très riches, Wilfried commande les chiffres du bas. Dans les graphiques, vous avez les chiffres mensuels, c'est les flux mensuels, donc on voit bien que c'est erratique. Maintenant, quand on est en cumul, c'est bien les chiffres du bas. La vision qu'on a à fin février 2022 de l'évolution entre donc 2021 et 2019, c'est 16%. En mars 2022, c'est 16, puis oui, les chiffres 15, 16, 17, 17. Donc, c'est pour ça que Wilfried disait qu'on y voit clair. On sait que c'est consolidé, le risque est court, contrairement au risque long arrêt de travail, où on sait qu'on a beaucoup plus, on a besoin de beaucoup plus de recul. Donc là, la photo, sur la base des chiffres à Geyser La Mondiale, donc un portefeuille très large, elle est claire, et c'est un choc, 17%, on n'a jamais observé ça, c'est vraiment unique. Et on voit à quel point c'est régulier. C'est ça qui est assez impressionnant, puisqu'on voit qu'à la fin, de mois en mois, même si c'est erratique d'un mois sur l'autre, mais on voit que c'est régulier. Et puis, alors, pardon, je continue. Et on a beau essayer de le corréler pour répondre au point, est-ce que c'est le Covid? Est-ce que c'est pas le Covid? Est-ce que c'est lié aux vagues de contamination? Non, on a beau essayer de mettre en regard nos courbes avec les courbes de vagues de contamination, même si on est en mois de survenance, c'est pas la bonne grille de lecture. Alors que beaucoup de gens pensaient que c'était lié au Covid. Là, la certitude, la conviction qu'on a aujourd'hui, c'est que c'est quelque chose de plus profond, c'est que c'est autre chose. Excuse-moi. Non, mais c'est exactement ça. En fait, en réalité, pour raconter la petite histoire, si j'ai un petit peu de temps, je ne voudrais pas trop déborder, mais en réalité, on suivait ces indicateurs en 20 parce qu'on savait qu'on traversait une crise sanitaire. Donc, on s'attendait en fait à une évolution forte. Tu fais bien de le dire. Donc, on suivait ça de manière régulière en 20, en disant, bon, ok, les crises sanitaires en mars, tout le monde était chez soi, des effets, ceci, cela, etc. Donc, on voyait un plateau haut, très haut. On arrive à l'été 20, on se dit, bon, peut-être que la situation va s'améliorer, etc. Donc, on rentre de vacances et on s'aperçoit qu'en fait, la situation continue, mais on se dit, bon, on est encore en effet crise. Jusque-là, rien d'inquiétant. Rôle d'assureur, j'allais dire. Crise sanitaire, on assume, etc. Mais c'est quand la situation, et c'est pour ça qu'on ne présente que 21 là, en fait, pas 20, on ne revient pas sur l'histoire de 20. L'histoire de 20 et 20, on a tous traversé. 21 devait être une année quand même pour laquelle on s'attendait à avoir en fait une décrue. Et on n'a pas vu la décrue. Et le point d'attention, et ça a mis du stress dans toutes nos organisations, y compris chez nous, pour se dire, mais à quel moment on voit la décrue? Et on ne voit pas la décrue. Et 21, en fait, est un tout petit peu en dessous de la tendance de 20 quand même, en moyenne, mais très très haute par rapport à... Et donc on se dit, là, il y a quand même un changement de paradigme. On a changé la nature du risque ou la manière dont on utilise la garantie ou la manière dont on couvre en fait les salariés est différente. Il s'est passé quelque chose. Voilà. Alors, on ne sait pas totalement l'expliquer parce que c'est des caractères, c'est multifactoriel et c'est difficile de conclure, mais on a changé de paradigme. Donc c'est pour ça qu'en fait l'histoire elle est celle-là. Et alors 22 contre 21 qui est juste à côté, c'est pour être vraiment par effet de transparence, on le mesure également, mais c'est quand même un peu tôt pour conclure. Les premiers mois ont du sens, encore une fois, parce que les mois totalement à gauche sur la partie, donc le graphe avec des lignes bleues,
les derniers mois à gauche ne sont pas complets, loin s'en faut. Et là, on est sur de l'observer, donc il n'y a pas de projection de ce que pourrait être la charge ultime. Donc, attention aux conclusions qu'on pourrait noter. Ce qu'on sait déjà, c'est que début 22, en janvier, on est rentré sur un niveau très fort, hein, très très fort. Alors, potentiellement avec des effets liés au Omicron, qui ont fait que il y a eu une recrue de l'épidémie en fait de Covid qui a conduit en fait à plus d'arrêts courts, et c'est probable, hein, mais attention, on n'a pas de certitude sur la suite de l'histoire sur 22. On est très attentif à ce qui se passe en 22 et on pense que quand on observe 21 alors qu'on attendait une décrue par rapport à 20 et qu'on ne le voit pas, on se dit 22, il y a quand même peu de chances qu'on soit sur une tendance très différente. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est pour la partie maintien de salaire. Pour vous le donner à voir sur les arrêts courts, si je change de diapo, et je te laisse essayer. Ça a fait un peu vite la part. Pour rester sur les franchises courtes, parce qu'après les franchises longues, on verra que c'est un sujet plus complexe. Hein, les franchises longues, on a un délai de carence plus long, donc c'est compliqué à apprécier, mais on a quelques chiffres aussi. Franchise courte, bon, on se rapproche un peu de la tendance de... C'est même pire d'ailleurs, j'allais dire, en fait, par rapport à la maintien de salaire. Hein. Enfin, quand on regarde la partie graphe de gauche, c'est le 21 contre 19, enfin, versus 19 pour les franchises de moins de 30 jours, qui sont un peu, en termes de fonctionnement analogue à ce qu'on peut voir en maintien de salaire. Bon, on a une hausse moyenne de 21 par rapport à 19 de plus 26%. Alors, ce que je disais tout à l'heure pour le maintien de salaire, j'ai oublié de le dire, en réalité, le critère qui explique l'augmentation du plus 17, c'est un effet fréquence, c'est un effet nombre. C'est totalement expliqué par l'effet nombre. C'est beaucoup plus d'arrêts. Sur les franchises courtes, donc on n'est pas tout à fait sur le maintien de salaire, mais un tout petit peu en delà, entre les 3 jours et 30 jours. On a un effet là également nombre qui explique le plus 26% en moyenne de 21 par rapport à 19. Et par contre, compensé par une durée un peu plus courte. C'est-à-dire qu'on a plus 33% de sinistres en plus et une durée en fait d'arrêt un peu plus courte de l'ordre de moins 8, ce qui fait que l'assemblage des deux fait, alors au détail près de la variation de l'IJ complémentaire converse, c'est un peu technique, mais globalement c'est un effet fréquence, un effet nombre. C'est beaucoup plus d'arrêts qui explique cette aggravation, je l'appelle comme ça, peut-être pas le bon terme consacré pour l'aggravation de la garantie du risque. Voilà. 22, vraiment donné à titre illustratif, hein, là encore pas de conclusion, on est encore sur des données qui restent fragiles à interpréter, mais avec un point haut en fait à l'entrée de l'année, hein, plus 16 en janvier, plus 15 en février, effet Omicron là encore j'imagine, mais on se dit que 21 est quand même une bonne tendance pour se dire que 22 risque d'être un peu le même sujet. Si je poursuis, pour ne pas être trop long sur ma présentation en synthèse, bon, ce qu'il faut retenir, c'est les chiffres que vous avez vus, hein, donc pas d'embarras, on retrouve pas de scoop, on retrouve les impacts, le plus 17 en mensualisation en haut à gauche, le plus 22 sur les franchises courtes, et je donne à voir un petit chiffre sur les franchises longues, on a quand même un plus 7. Je sais que c'est fragile, de 21 par rapport à 19. Je sais que c'est fragile, mais ça reste quand même un élément d'information important à suivre. Et nous, on le suit. Hein. On est très, très vigilant parce que vous vous rendez compte du point duquel on part concernant le maintien de salaire et les franchises courtes. Si d'aventure, mon taux de consolidation en invalidité de ces arrêts-là était à peu près stable, ça veut dire que je vais avoir un risque sur l'incapacité plus longue et l'invalidité à suivre, qui lui aussi va, entre guillemets, flamber. Hein, et c'est pour ça qu'on a un point de vigilance fort là-dessus. Et c'est un chiffre, hein, on sait qu'il y avait cette dérive arrêt de travail de quelques points par an. Là, être sur plus 7% en 2021, ça dit quelque chose. Alors, on sait que ça va encore bouger. On sait que ce n'est pas le Covid. Hein, là, on est sur des arrêts beaucoup plus longs, donc qui n'ont rien à voir avec le Covid. Et on voit que la nature des arrêts a changé. Hein, beaucoup plus d'arrêts psy. Donc, voilà, la nouvelle donne sur l'arrêt de travail que tu évoquais, elle se traduit aussi dans ces chiffres qui sont moins spectaculaires, plus durs à appréhender. Mais l'échelle du portefeuille AG2R, le plus 7 commence à être vraiment significatif.
Donc on voit, enfin on rappelle quelques chiffres, je ne vais pas faire très long. Après, il y a aussi d'autres éléments sur lesquels on a quelques interrogations. Bon, on sait que le soutien massif de l'État à l'économie durant de cette crise, ben, on va en voir les effets probablement un peu délétères. C'est-à-dire que si j'arrête de soutenir un peu cette économie sur certains pans d'activité, ben, ça va forcément ressurgir dans dans la santé des entreprises qui peuvent être adhérentes chez nous, etc. Donc des sujets de portabilité, le cas échéant, de choses de ce type qui peuvent ressurgir en plus du reste. Hein. Événements politiques, négociations en cours. Donc voilà, donc ça c'est... alors, si je fais la synthèse de la synthèse, si vous deviez retenir quelques chiffres. Quelques chiffres, merci Olivier. Voilà. Parce que c'était très riche, mais alors pour que chacun, voilà, écoutez au moins les quelques chiffres, comme ça vous allez, voilà. Vous comprenez tout avec ces on les a tous déjà vus. Mais c'est que vous puissiez avoir en tête ces éléments-là, des chiffres clés en prévoyance 2, des chiffres clés en prévoyance en santé 2. 6,3, c'est l'évolution de la consommation par bénéficiaire entre 2019 et 2021, enfin 2021 contre 2019. Et la 22 par rapport à 21, c'est en plus 3, ensemble du portefeuille collectif. Hein. Je vous ai déjà dit, attention sur la partie des branches. Sur les branches, c'est plus 6. Hein. Donc voilà, comme ça, c'est pour ça que c'est bien d'avoir les deux. Sur les branches, c'est plus 6 sur le 100% santé, le chiffre vert. Là, les chiffres clés en prévoyance, c'est le maintien de salaire, la mensualisation, plus 17 entre 21 et 19. Et plus 22 sur les franchises courtes. Donc, ouais, on est sur des taux d'évolution à 2 chiffres. Hein, c'est du jamais vu. Donc, on a changé en fait de niveau de consommation. Donc, moi, je les connais par cœur. Donc, mais si vous deviez retenir ces éléments-là, retenez cette diapo-là. Elle fait sens en tout cas pour les informations qui sont emportées dans notre portefeuille et que je vous ai présenté ce matin. Voilà pour la partie que je pouvais vous présenter. Merci beaucoup, Wilfried. Écoutez, j'espère qu'on a plus d'éléments tangibles, qu'on ne vous a pas trop inondé de chiffres. Voilà, donc on va passer sur des choses plus liées à votre... Alors, je te laisse faire la transition, hein, peut-être Véronique, mais donc on va arriver à la deuxième partie, la dernière partie. Voilà, au troisième temps fort, comme je le disais en introduction, donc avec le lancement de cette table ronde, donc avec effectivement nos représentants des branches professionnelles qui sont donc à notre table ce matin. Je démarre cette table ronde avec Dr Jérôme Frasson. Alors, vous êtes vice-président du SNEL, Syndicat national des vétérinaires en exercice libéral. Donc, d'abord, est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement, ainsi que votre branche, et nous donner aussi vos observations sur la sinistralité, sur vos régimes santé et prévoyance? Oui, bonjour. Donc, comme vous l'avez dit, je suis vétérinaire praticien dans le Jura et vice-président du SNVEL, le syndicat des vétérinaires d'exercice libéral, qui est le seul syndicat représentatif des vétérinaires libéraux. Au sein de ce syndicat, je suis en charge de la formation et du pôle social. Et je suis également donc président de la CPPNI de la branche depuis 4 ans. Donc notre branche comporte 2 conventions collectives. Une convention collective pour les salariés non vétérinaires, qui est forte de 20 000 salariés et qui date de 1995. Et une convention collective qui concerne les vétérinaires salariés et qui compte environ 7 000 vétérinaires. Donc au global, la branche comporte environ 27 000 salariés avec une population plutôt jeune et essentiellement féminine, puisque chez les auxiliaires, donc non vétérinaires, 90% sont des femmes, et les nouvelles promotions de vétérinaires qui sortent des écoles vétérinaires, 80% sont des femmes. On a également, ce qui est caractéristique, un taux de renouvellement assez élevé dans nos structures. Les auxiliaires, on estime qu'elles restent entre 7 et 10 ans dans nos cliniques avant de changer d'orientation. Et chez les vétérinaires également, il y a un taux de rotation important, puisque la sortie de la clientèle chez les femmes, d'après l'Atlas de l'Ordre des vétérinaires, en 2020, était de 37 ans. Et puis, on a également pas mal de vétérinaires qui changent de statut pour devenir libéral. Alors, pour ce qui concerne nos régimes, donc le régime prévoyance, on a une prise en charge des sinistres dès le 4e jour. On a un seul organisme qui est recommandé, donc AG2R, et la très grande majorité des structures vétérinaires sont adhérentes à cet organisme. On était en désignation avant et on est passé en recommandation. Jusqu'en 2017,
comme je vous l'ai dit, on a deux comptes, deux conventions, donc les vétérinaires et les non-vétérinaires. Le régime des non-vétérinaires a toujours été déficitaire, mais il était compensé par le régime des vétérinaires qui, lui, était bénéficiaire. Et depuis 2019, nos deux régimes sont déficitaires. Donc, pour illustrer quelques chiffres, parce que je vois que vous aimez bien les chiffres. On a tous son quota de chiffres, donc vous pouvez y aller. Vous avez votre quota de chiffres et Wilfried a pris la grosse part. J'en ai mis relativement peu pour pas vous assommer. Alors, le rapport sinistre sur prime sur 5 ans, donc entre 2012 et 2017, était de 105%, et entre 2014 et 2019, il est de 155%. Donc, ce qui montre qu'il y avait quand même c'était avant, évidemment, je n'ai pas pris les chiffres d'après, mais bon, déjà avant le Covid, il y avait déjà une dégradation des comptes de la prévoyance. En ce qui concerne la mutuelle, là encore, jusqu'en 2021, seul AG2R était recommandé pour nos deux branches. Là, pour le coup, on a un seul régime pour les deux conventions. On a environ entre 45 et 50% des structures qui sont adhérentes au régime collectif. Donc, notre choix lors de l'appel d'offres de 2016 a été de fixer les cotisations pendant 4 ans. Donc, pendant 4 ans, les cotisations des mutuelles n'ont pas changé. Et là encore, on a vu une dégradation des chiffres, puisqu'en 2018, le rapport sinistre sur prime pour la mutuelle était de 102%, et 2019, il était de 112%. Donc, il a fallu qu'on mette en place des mesures pour éviter les dérives, et on a fait ça en collaboration avec AGPCR. Alors, justement, parlons de ces mesures face à cette sinistralité. Quelles sont-elles? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Donc, la première et la plus simple, c'est d'augmenter les cotisations. Et ça, on l'a fait dans les deux, donc que ce soit en prévoyance et en santé. Donc, pour la prévoyance, au 1er mars 2021, nos cotisations ont augmenté de 15% à peu près pour les deux. Pour les deux régimes, on est passé de 1,52% de prélèvement chez les non-vétérinaires à 1,76%. Et puis, dans les mêmes proportions pour la convention collective des vétérinaires salariés. Et puis, pour la mutuelle santé, il y a eu des augmentations tous les ans depuis 2020. 6,4% en 2020, 12,7% en 2021. Et elle a encore augmenté en 2022 pour arriver à un équilibre. Ce qu'on a fait également en 2021, c'est qu'on a lancé un appel d'offres sur les deux régimes pour essayer de remettre un peu à plat les cahiers des charges, puisque pour la prévoyance, ça n'avait jamais été fait. Et puis pour la mutuelle santé, il y a eu des choses qui ont changé entre-temps, avec notamment le 100% santé. Pour ça, la branche a fait appel à un actuaire qui nous a accompagnés face à la complexité de l'élaboration du cahier des charges. Et donc, il y a eu quelques modifications. Tout d'abord, une des modifications les plus fortes, ça a été la révision du mode de calcul des provisions, qui était, alors il y a eu des négociations entre AG2R et puis notre actuaire, et on arrive par des calculs différents à des résultats qui sont un peu moins vertigineux. Et donc, ça a entraîné un rapport sinistre sur prime sur la première année qui était meilleur. Pour la santé, avant, on avait une cotisation qui était fixe et qu'on renégociait tous les ans. Là, on a décidé de l'indexer sur le PASS, ce qui fait que bon, on est sur, ça évitera tous les ans de remettre à jour les cotisations si on arrive à équilibrer le régime. Et puis, on a revu le panier de soins également, pareil, suite au 100% santé. Et puis, on avait un panier de soins qui n'avait pas été bien discuté il y a 5 ans, puisqu'on partait de pas grand-chose, avec pas beaucoup de bases. Donc, notamment sur les verres, tous les verres étaient remboursés de la même manière. Là, ils sont remboursés progressivement en fonction des corrections. Et on pense qu'on va faire des économies là-dessus. On avait également un forfait sur les prothèses auditives qui était de 1 000 € et qui, grâce à 100% santé, est passé à plutôt 700 €. Donc on espère, avec ça, au moins, juguler un petit peu. Pour la mutuelle santé, l'augmentation a été efficace, puisqu'en 2021, on était presque à l'équilibre, puisque le rapport sinistre sur prime était de 87%. On est à 112 2 ans avant. Je retrouve une note. Il y a eu un autre effet également, on a une augmentation du nombre de cotisants. Celui qu'avec la mutualisation, peut-être que plus on sera, moins les variations seront importantes. On a également utilisé le fonds du
degré élevé de solidarité, qui correspond à 2% des cotisations de la mutuelle santé, pour mettre en place une campagne de prévention sur les agressions et les incivilités. C'était une problématique qu'on avait identifiée dans nos structures. Donc pour ça, on a créé, grâce à l'aide d'AG2R, des vidéos destinées au public et aux salariés. On a envoyé des affiches dans les cliniques. Chaque salarié a reçu un courrier expliquant la campagne. Et puis on a mis en place une ligne d'écoute 24 heures sur 24 en cas de problème d'agressivité, pour avoir un psychologue avec qui discuter. On espère avec ça pouvoir diminuer le nombre d'arrêts liés au problème psy. C'est ce que vous disiez, parmi les longs, il y avait beaucoup de ça. Cette initiative nous a valu un trophée de l'Argus de l'assurance en 2021. Oh, félicitations. Bravo. Modeste. Et puis pour 2023, on va continuer, mais on va essayer d'aller sur les risques psychosociaux. C'est-à-dire toujours dans le même domaine, mais donc on est en travaux là pour mettre en place une nouvelle campagne. Alors pour conclure, le souci, c'est qu'on ne pourra pas indéfiniment augmenter les taux de prélèvement, les taux de cotisation. Donc si vraiment il y a des dérives, on commence déjà à discuter, à revoir ce délai de carence qui n'est que de 4 jours, alors que dans pas mal de branches, il est plus élevé. Et pour maintenir en équilibre sans arriver à des taux de cotisation qui soient trop élevés. Voilà pour notre branche. Merci beaucoup pour cet éclairage. Je me tourne maintenant vers Chafik Agouri. Rebonjour Chafik, vous êtes secrétaire national du SN Focus, syndicat national force ouvrière des cadres des organismes sociaux. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire quels sont les constats que tu fais en matière de sinistralité sur le régime de protection sociale de la branche du personnel des organismes de sécurité sociale dans lequel tu es négociateur? Oui, alors d'abord, merci à G2R et aux équipes de Culture Branche pour la qualité des événements qu'ils organisent et d'avoir pensé à moi pour participer aujourd'hui sur ce débat. Donc, comme tu l'as dit, je suis secrétaire national du SN Focus, le syndicat des cadres des organismes sociaux. En fait, ce sont les organismes de sécurité sociale, les CPAM, les CAF, les CARSAT et les URSSAF pour ne citer qu'elles. Et les UGCAM, si jamais je les oublie, elles vont me gronder, donc autant les citer aussi. Juriste de formation, je suis notamment en charge de l'assistance juridique et de l'assurance santé complémentaire pour notre organisation syndicale. Et à ce titre, je suis membre de la commission paritaire de pilotage du régime santé du personnel de sécurité sociale, qui a la particularité d'être double. D'une part, nous couvrons les actifs, ce qui représente actuellement 146 000 personnes, plus les ayants droit. Et le deuxième régime, c'est le régime des anciens salariés. Et là, on parle de 83 000 anciens salariés couverts. De mémoire, si on rajoute les ayants droit, on représente en tout à peu près 330 ou 340 000 personnes couvertes par notre régime, dans lequel AG2R est partie prenante depuis la création en 2008. Sur le volet prévoyance, j'en parlerai un peu moins parce que nous sommes couverts par un régime maison. Nous avons notre propre caisse de prévoyance du personnel de sécurité sociale, donc qui structurellement est plutôt dans le vert, puisque depuis sa création, elle fait des excédents et il n'y a pas eu à modifier les taux de cotisation. En revanche, pour le régime santé à proprement parler, nous avons rejoint ce qui se passe sur le marché depuis 2019, malheureusement. Nous avons constaté une détérioration significative des deux régimes, même si le régime des anciens salariés était déjà un peu plus en tension avant, mais celui des actifs était légèrement en dessous de 100 au niveau du P sur C, et il vient de passer au-dessus des 100. De mémoire, on doit être entre 106 et 109 sur 21-22. C'est un peu mieux que les 150 que j'ai entendus par mon prédécesseur. Ça m'a. C'était de la prévoyance. C'était de la prévoyance. C'était de la prévoyance. Ça, c'était avant. C'était avant, mais quand j'entends du 150, ça me fait peur un peu.
Donc oui, 2019, c'est un peu notre année de référence, un peu comme vous, parce que c'est la dernière année, entre guillemets, normale. Et quand on compare avec 2020, les chiffres ne veulent pas dire grand-chose, parce qu'il y a eu les confinements qui ont emmené leur lot de reports de soins. Et 2022 est un peu plus... on la compare un peu plus à 2019 dans nos études. Alors, à mon niveau, j'ai identifié plusieurs faits marquants comme autant de facteurs explicatifs de la sinistralité. Alors, au niveau des charges, pour moi, il y a 4 faits marquants depuis 2019. Le premier, c'est que nous avions modifié notre tableau de garantie en 2019. La CPP, en voyant que nous étions avec un P sur C encore favorable, avait décidé de revaloriser notre tableau de garantie. Et sur la base des éléments que nous avions, notamment en travaillant avec un actuaire, ça devait avoir un coût raisonnable pour le régime, en prenant notamment dans les scénarios le fait que le PMSSS serait revalorisé tous les ans. Alors, on n'en a pas parlé, pour les experts, tout le monde n'est pas expert du sujet, mais le PMSS n'a pas été revalorisé les 2 dernières années, pour des raisons qu'on ne va pas gelé, malheureusement. expliquer ici, mais voilà, qui sont liées aussi à la crise indirectement et au chômage partiel. Voilà, et son gel, du coup, a, entre guillemets, discrédité les scénarios que nous avions en 2019. Et après, comme vous l'avez tous les deux dit d'ailleurs, il y a eu le 100% santé. Les scénarios de 2019 partaient sur une montée en charge progressive et alors, est-ce que c'est l'effet de la crise sanitaire ou de campagnes commerciales qui ont été bien orchestrées, mais il y a eu le 100% santé. Donc, du coup, c'est mon deuxième fait marquant, le succès du 100% santé. Alors, de ce qu'on voit, nous, on peut penser qu'en fait, il y a des effets d'aubaine, avec des primo-accédants qui, comme vous l'avez dit, ils étaient sur du renoncement aux soins et ils ont décidé de s'équiper parce que les garanties le leur permettaient. Et il y en a certains, notamment sur l'audio, qui se sont rendus compte qu'avec le 100% santé, ils n'auraient plus de reste à charge et une garantie et une couverture sur 4 ans et qui ont potentiellement pu reporter leurs achats de quelques mois, voire d'1 an. Troisième fait marquant, la crise sanitaire. Sur 2020, elle a généré, et même sur 2021, une sous-consommation en soins avec un nombre significatif de reports de soins sur le dentaire, sur les interventions chirurgicales, mais aussi au niveau de la prévention. On ne le dit pas assez souvent, mais il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas allées consulter pour ce qui peut paraître pour de la bobologie, mais qui en fait peut permettre de se rendre compte que ce qui semble être juste un bobo, c'est peut-être la prémisse d'un cancer ou d'une grosse pathologie. Et souvent, quand on reporte les consultations, derrière, ça coûte plus cher. Il ne faut pas se voiler la face. Ça coûte plus cher parce qu'il faut faire plus d'examens, plus de médicaments, plus d'hospices. Et tout ça, ça se répercute sur le régime. Et le quatrième qui fait marquant sur les charges, c'est la contribution Covid que vous avez qualifiée de taxe. Donc, contribution. C'est moi qui ai dit taxe parce que c'est bien, mais vous avez je crois que le terme est contribution, mais c'est vrai que c'est une taxe. Voilà, pour le commun des mortels, entre les taxes et la contribution, voilà, c'est pas clair. C'est mon côté juriste qui a utilisé voilà, le terme de contribution, mais oui, c'est vrai que pour les assureurs, c'est une taxe. Et après, pour montrer l'effet ciseau, de l'autre côté, au niveau des ressources, 2 faits marquants. D'une part, une faible hausse des cotisations, parce que malheureusement, le personnel de la sécurité sociale voit ses salaires plutôt gelés depuis 2010, donc ça n'aide pas à faire monter les cotisations, même si on a des légères hausses avec l'effet d'ancienneté, mais globalement, on est un peu comme les fonctionnaires avec une valeur du point qui, de 2010 à 2017, n'avait pas bougé, a eu un léger coup de pouce de 0,5% en 2017 et qui là devrait avoir, comme les fonctionnaires, 3,5% à partir du 1er octobre. Donc c'est pas Byzance, mais c'est toujours ça de prix. Et le gel, comme nous l'avons dit, du PMSSS qui a contribué aussi à ce que les cotisations du régime n'évoluent pas.
Et au niveau des ressources, le deuxième fait marquant, c'est que nos tarifs étaient inchangés. Au niveau des actifs, il n'avait pas évolué depuis plus de 10 ans. Il n'a d'ailleurs toujours pas évolué officiellement, puisque c'est encore en débat au niveau de la commission paritaire de pilotage. La prise de décision devrait intervenir à la fin du mois, le 26 octobre. Et pour les anciens salariés, compte tenu de l'évolution tendancielle de leur régime, il y avait eu une revalorisation qui a été opérée avec un lissage sur 3 ans depuis 2019. Voilà pour moi. Merci beaucoup, Shafik. Avant de passer à la deuxième question, je voudrais poser une question à Jean-François Lécuyer. Alors, bonjour Jean-François. Bonjour. Voilà. Donc, tu es secrétaire général CFE-CGC FNEX, Fédération nationale de l'encadrement des entreprises et de commerce et services. Ça marche? Ah oui. Oui, ça allait. Voilà. Pardon. Pourrais-tu donc, comme Shafik l'a fait, te présenter ainsi que le champ conventionnel que ta fédération couvre, puis nous faire part des observations constatées sur le secteur que tu représentes? Je vous ai apporté un seul chiffre, représente plus de 50 branches, mais plutôt que vous les citer, on va vous expliquer assez simplement, lorsque vous vous promenez dans une rue commerçante ou dans un centre commercial, vous enlevez tout ce qui est métier de bouche, vous enlevez les banques, tout le reste dépend de nous. Vous y ajoutez les offices de tourisme, les services funéraires, la sécurité, les grands magasins, l'e-commerce, l'import-export, les salariés des professions libérales. Vous y ajoutez aussi le nettoyage. Et à partir de là, vous avez la zone de couverture de la Fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services. Voilà. Voilà ce qu'on représente en termes de branches et en termes de salariés. Pour ma part, je suis issu des services funéraires, qui est ma branche dans laquelle je suis négociateur et membre aussi de mon CPPNI. Et dans mon entreprise, depuis plus de 10 ans, je suis dans la commission de suivi de la protection sociale. Par contre, ce qu'on constate en termes pour les régimes, c'est qu'en fait, les années Covid ont donné des habitudes de consommation différentes, avec notamment le quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte, ça a donné l'impression en fait à tous qu'on pouvait consommer sans se poser de questions. Je peux prendre l'exemple simplement des tests. On va faire un test, on ne sait pas qui le paye. Le test, il est payé. Et on en fait autant qu'on peut y penser. Alors, on ne sait pas qui le paye, tu as raison, mais in fine, c'est l'État. Et ce sera nos impôts, plus exactement nos enfants. Mais d'une manière, c'est hyper important de le rappeler. D'une manière ou d'une autre. L'idée qu'il y avait du 100% santé aussi. Oui. Et bon, on a vu le vaste plongeon de la sécurité sociale, qui était quasi à l'équilibre en 2019, je crois à 500 millions d'euros près. Et je ne vais pas les chiffres exacts, mais on était dans les 53 milliards de déficit. Je veux dire, il faudra bien de toute façon, d'une manière ou d'une autre, les compenser. Parce que tout ça n'est pas forcément compensé. Et donc, on nous demandera à un moment donné de dire, bon, on rééquilibre. On sait comment ça se passe. Ça s'est déjà passé comme ça. On a aussi constaté, bien sûr, les arrêts de travail. On en entend parler en ce moment. On a vu aussi les arrêts maladie en téléconsultation. Où en fait on fait du saut-mouton. Il n'est pas logique qu'en téléconsultation on puisse fixer des arrêts de travail. Il est plus logique qu'on voit son médecin. Par contre, le reste, la téléconsultation a son intérêt pour pouvoir traiter, notamment dans le domaine de la prévention, des personnes qui ne vont pas chez le médecin parce que soit il n'y a pas de médecin, soit les rendez-vous sont trop loin. Voilà, donc le fait d'avoir une téléconsultation permet d'améliorer tout ça. Ce n'est pas la remise en cause de la téléconsultation, mais c'est ce qu'on en fait. Et en plus, la plupart des patients sont tout à fait honnêtes. Et à cause de quelques-uns, on se retrouve dans des situations qui sont pénalisantes. Parce que nous, en fait, ce qu'on recherche dans le paritarisme, c'est l'équilibre. Ça a été très bien dit tout à l'heure. Le fait d'un moment donné de se poser et de dire, bon, voilà, notre régime, il en est là. Comment on peut régler ces difficultés. Pendant 2 ans, on n'a pas eu de contrôle. Je veux dire, on n'a rien contrôlé. On ne pouvait pas, de toute façon. On était dans l'obsession du Covid, et du coup, il évoque un contrôle. Après, ce qui est nécessaire à la sortie de ça, c'est la prise de conscience. Moi, là où j'appelle, on avait engagé un travail très important sur les 3 critères de la protection sociale en branche,
qui sont la santé, le risque lourd, et puis aussi la discussion sur la retraite, ce qui est un élément extrêmement important en termes d'encadrement. Bon, on a été un peu pénalisé, et maintenant, là où on est en train de travailler, c'est que les assureurs ne s'en aillent pas. Parce que la sanction, elle est très simple, ils s'en vont. On a besoin d'un régime, en entreprise comme en branche. Nous, on a besoin d'un régime de protection sociale. Une fois qu'ils sont partis, qu'est-ce qui se passe? Il faut aller en rechercher un. Mais soit plus au même prix de cotisation, ou parfois les deux, ou alors avec des prestations qui sont très très basses. On a beaucoup parlé du 100% santé. Nous, notre vision du 100% santé, c'est qu'effectivement, il est profitable. Effectivement, il a déclenché un coût. Mais ce coût qui a déclenché est un coût de prévention. À partir du moment où on peut bien manger, bien mâcher ses aliments, structurellement, je dirais, avoir une alimentation qui soit bien absorbée, on sait que médicalement, ça se reporte sur l'intégralité du corps humain. Je ne suis pas médecin, hein, mais c'est un simple fait. Bien manger, bien voir, bien entendre. Bon, ce sont trois éléments assez simples. La vue, je dirais, elle était traitée depuis très longtemps. Le dentaire, c'était quand on pouvait. Donc là, effectivement, il y a une charge forte, assez imprévisible par son succès, mais en face de ça, c'est aussi une prévention. Donc, effectivement, dans le pilotage du régime, ça a son importance. Et donc, ça pèse forcément sur les comptes, mais c'est aussi, nous, paritaires, notre responsabilité de comprendre les choses et à partir de là, de les regarder et de se voir tous ensemble. Vous parliez de votre régime de branche. Moi, j'ai deux exemples radicalement à l'opposé, deux exemples d'entreprises. Une entreprise de moins de 300 salariés qui avait pris son assureur. À un moment donné, son assureur lui a dit au revoir. Voilà, un seul coup d'un seul. Donc, aller rechercher un autre assureur. Quand on est 200 ou 300 salariés, venir forcément, c'est un coût important. Et c'est toujours à l'arrivée, et le salarié, et bien sûr l'entreprise, qui le paye. Quand on parle de pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat, c'est à la fois la cotisation et aussi ce qu'on peut consommer. Donc, c'est aussi important. Et puis, l'autre côté, dans une autre entreprise de 6500 salariés, ça fait 2 ans que les deux régimes sont en équilibre. Bon, c'est pas venu tout seul. Hein. Pas venu tout seul. C'est venu d'un travail de l'ensemble des organisations salariales et de la direction au travers d'un travail. Mais ça, j'en parlerai dans le pilotage. Justement, alors merci beaucoup pour ces observations, Jean-François. Pour finir cette table ronde, j'ai envie de vous poser la même question, Chafik et Jean-François, sur justement le rôle du pilotage paritaire. Dans le titre de notre événement, il y a d'un déséquilibre vers un équilibre. Alors, comment ce pilotage paritaire permet-il, est-il avantageux en tout cas pour permettre ce retour à l'équilibre? Peut-être, je ne sais pas. Vas-y, je t'en prie, je vais faire une pause. Déjà que. Comme ça, tu peux te laisser la caméra reposer. Te réhydrater au passage. Le pilotage paritaire, notamment lorsqu'il est fait avec rigueur et qu'il est accompagné par un bon actuaire et qu'il y a des bonnes relations avec les assureurs, ça permet de surveiller le régime et ses indicateurs et d'activer les leviers nécessaires à sa pérennité et à la satisfaction des personnes couvertes. Comme je l'ai évoqué succinctement, la situation financière de notre régime a permis d'enclencher à cotisation inchangée depuis 2012 un processus de refonte du tableau de garantie en 2019 afin de l'améliorer. Ça démontre en première intention qu'un régime peut être géré de manière paritaire et présenter en longue période un bilan positif pour les personnes couvertes et pour les assureurs, comme en témoigne d'une part le nombre de salariés qui décident de rejoindre le régime des anciens salariés, parce que je n'ai pas dit précédemment, c'est que nous avons donc 83 000 anciens salariés, mais qu'en 2019, il y en avait 73 000. Donc ça prouve le taux de fidélité de nos salariés. Et la fidélité des assureurs, puisque depuis 2008, nous avons trois partenaires, et AG2R en fait partie et couvre un salarié sur 4. En fait, quand j'échange avec des négociateurs d'autres branches ou avec des salariés entre guillemets profanes, il apparaît que la méconnaissance peut générer de l'incompréhension et donc du blocage dans la gestion d'un régime. Comprendre les rouages, ça permet de comprendre et d'avoir une vision plus technique que politique, voire même plus technique que dogmatique. Dans les sports collectifs, l'expression dépassement de fonction est employée pour décrire celui qui ne se limite pas à ce rôle premier. Ramené au paritarisme, cela reviendrait à dire que les salariés et les employeurs doivent savoir mettre de côté leur collège d'appartenance pour faire émerger des solutions dans l'intérêt des personnes couvertes,
à commencer par la pérennité du régime, comme on l'a dit depuis le début de nos échanges. Illustration en 2020, lorsque nous avons constaté la dérive du régime des anciens salariés, notre organisation syndicale a voté en responsabilité avec la majorité des membres de la commission une hausse des cotisations. Mais pour favoriser l'acceptabilité, parce qu'au niveau des anciens salariés, c'était difficile de leur vendre cette hausse, nous avons obtenu que ce soit lissé sur 3 ans avec une revalorisation de 1% par an. Un tempérament pour autant quand même qu'il faut relever, c'est que, aussi attentive et responsable soit-elle, la gestion d'un régime ne suffit pas à se prémunir des paramètres extérieurs. On en a évoqué pas mal depuis le début. Entre le PMSSS, dont personne n'aurait imaginé le gel, la situation sanitaire, puisque personne n'envisageait une crise mondiale de l'ampleur de celle que nous connaissons, le succès de la réforme du 100% santé et les éventuelles velléités qu'il peut y avoir au niveau du gouvernement pour faire bouger la protection sociale dans son ensemble. On ne sait jamais ce qui peut arriver et les décisions prises à un instant T peuvent être désavouées le lendemain ou sur l'an. C'est tout pour moi. Merci, Chachik. Alors, je ne peux pas paraphraser. On m'a demandé d'être succinct, donc c'est parfait. Voilà, du coup. Non, mais je suis 100% d'accord déjà. Ouais, je suis 100% d'accord parce que il y a un certain nombre d'éléments qui sont tout à fait exacts dans le paritarisme. Je disais tout à l'heure qu'on avait perdu le contrôle. La prise de conscience du paritarisme, elle est importante. Elle est importante parce que derrière, on a des organismes qu'on gère aussi, G2R en fait partie, dont on doit maintenir l'existence pour notre propre protection de salariés. Bon, nous, je veux dire, on s'occupe de salariés, mais je veux dire, ces régimes-là, s'ils ne sont pas pilotés, si on ne se prend pas en charge, moi je constate dans certaines branches ou autres où il n'y a pas cette volonté de prise en charge. Alors bon, parfois on n'arrive pas à se mettre d'accord, ça peut comprendre, et je reviens sur le dogmatisme. En termes de protection sociale, c'est pas du dogmatisme. Il faut nécessairement avoir un régime de protection sociale qui soit efficace, piloté, et qui permette d'avoir une vue à long terme sur le système. Et ça veut dire qu'il y a deux choses. On parle souvent des salariés qui abusent des consommations. On peut aussi parler d'entreprises qui ne sont pas responsables, parce qu'on parle du régime responsable. C'est bien. Mais si les entreprises et les salariés ne prennent pas cette responsabilité en compte, c'est-à-dire que si on vient dans le système de branche lorsqu'on est en difficulté et qu'on repart quand ça va bien, à un moment donné, ça crée forcément des difficultés pour tout le monde. Donc il y a cette prise de responsabilité qui est extrêmement importante. Le volume de salariés pris en compte dans une branche aussi, lorsqu'on a des partenaires des assureurs qui assurent la branche, le nombre de salariés a aussi son importance, parce que c'est par le nombre aussi que ça se gère. Et puis après, ça veut dire que quand je parlais d'entreprises qui viennent autres, il est important que la gestion du régime mette des garde-fous. Pour l'instant, toutes ces choses-là, on ne les avait pas forcément en compte parce que ça allait bien. Alors, la crise sanitaire a quand même, je veux dire, il y a deux choses, côté cotisation, côté dépenses, les deux cumulés, au bout d'un moment, ça pose un problème. Donc, si on veut garder nos systèmes, il faut d'abord se prendre en compte, il faut se prendre en charge. Et ça, c'est très important de se prendre en charge, de prendre des experts si nécessaire pour avoir des informations, se former aussi, former les paritaires sur les régimes, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il en est. On parlait des provisions mathématiques. Provisions mathématiques, ça peut faire dériver un régime de manière extrêmement importante. Et puis, il y a une autre chose sur laquelle je mets toujours en garde nos négociateurs, c'est que les organismes paritaires ne sont pas le coffre de l'oncle Picsou. Parce que bon, on a entendu le gouvernement nous dire, oui, il y a plein d'argent, alors on va le prendre. Bon, j'ai entendu tout à l'heure qu'on a pris une taxe à un moment donné, mais l'année suivante, on n'a pas rendu quand il y a eu le 100% santé. C'est-à-dire, ça va toujours dans un sens. Tout le monde pense qu'il y a plein d'argent. À un moment donné, oui, il y a des fonds. Le principe des assureurs paritaires, c'est que l'argent reste à l'intérieur. C'est une bonne chose. Je voudrais juste rappeler une chose. On a eu le Covid.
on a de merveilleuses entreprises de recherche et de pharmacie, et on n'a pas été capable de trouver un vaccin en France, parce qu'on n'avait pas d'argent en recherche et développement. Donc le principe de l'assureur privé, c'est son rôle, eh ben, c'est de rémunérer ses actionnaires. Le principe du paritarisme est un peu différent. On ne veut pas rentrer dans un langage politique, mais c'est très important de conserver nos institutions de protection sociale et de les conserver globalement. Je leur dis souvent une chose à mes négociateurs, c'est que le paritarisme protège nos valeurs, protège aussi notre porte-monnaie et la santé de nos salariés, de nos entreprises. Ce sont des éléments pour nous qui sont fondamentaux. Et c'est un élément collectif. On peut s'affronter dans des négociations, ça c'est sûr. Mais par contre, quand on commence à parler de protection sociale et de formation, à partir de là, c'est se réunir à être ensemble des deux côtés, et des deux côtés de la barre. Voilà. On pourra continuer des heures, mais c'est... Oui, alors le temps nous est compté. Merci beaucoup Jean-François. Alors je me tourne vers du coup Alexandre pour le mot de clôture. Alors, écoutez, déjà, je tiens à remercier donc, tous les intervenants qui ont bien voulu se prêter au jeu d'intervenir et de témoigner sur ce thème si chaud. Donc, Wilfried, d'abord, qui nous a brillamment retracé la situation en termes de chiffres. Jérôme, Chafik, Jean-François, qui ont vraiment montrer à quel point le pilotage d'un régime est multifactoriel et donc complexe et demande beaucoup de compétences. On voit à quel point c'est riche. Je n'oublie pas Jérôme Frasson aussi, le président qui s'est prêté au jeu du témoignage. Et Pierre-Olivier Donat, pardon, Pierre-Olivier Donat qui s'est prêté au jeu du témoignage, pardon, je l'ai fait dans le désordre, mais voilà. En tout cas, merci à tous. Je sais que c'est toujours un exercice complexe et particulier. Alors, en conclusion, je dois dire que j'ai été assez impressionné par la qualité des échanges et la prise de conscience de la situation. Vous avez tous su le verbaliser avec vos mots de manière très, très remarquable. En termes de chiffres, on vous a donné beaucoup d'informations, mais si on veut retenir quelques éléments, on voit que le 100% santé, ça coûte à peu près 5 points sur les branches. Voilà, il faut prendre la mesure de ce que c'est 5 points sur un équilibre, et on voit que la dérive des arrêts de travail, elle est supérieure à 10 points. Je le fais de manière très macro, mais supérieure à 10 points, c'est significatif. Quand on a un indicateur sur les arrêts de travail longs qui est aussi proche de 10, je simplifie. Donc, quelques chiffres, quelques points de repère, vous voyez, qui illustrent l'ampleur du choc qu'on a connu. Et qui fait qu'aujourd'hui, chacun voit que les assureurs sont sur la corde raide. C'est Jean-François qui disait, oui, attention, quand les assureurs s'en vont, ça fait des dégâts, puisqu'on doit repartir dans des conditions un peu différentes. On ne sait pas bien où on va. Ce n'est pas notre souhait, mais on voit bien que c'est un sujet aujourd'hui dans certaines branches, d'avoir des assureurs qui sont tendus. Je reprends aussi les termes, encore une fois, de Jean-François. Tout le monde pense qu'il y a plein d'argent. C'était sans doute vrai à une époque. Aujourd'hui, je peux vous assurer que c'est plus vrai. Il n'y a aucun assureur qui pense qu'il y a plein d'argent. Donc, c'est bien que ça diffuse auprès de l'ensemble des négociateurs. Et après, autre élément que je retiens de ces échanges, c'est que le pilotage, vous avez très bien illustré à quel point il est complexe, à quel point il ne suffit pas d'augmenter les cotisations. On sait qu'on doit augmenter les cotisations à court terme, mais on voit qu'il y a énormément d'éléments sur lesquels on a besoin. Je reprends les termes de Chafik, notamment, que j'ai trouvé assez parlants. Il faut être capable de comprendre les rouages. Alors, vous avez cité les actuaires conseils qui peuvent aider, et on en est conscient, ça permet de donner un autre regard, mais on espère qu'on contribue aussi à vous faire comprendre ces rouages. En tout cas, c'est aussi l'objet de ces petits déjeuners, de ces rencontres, c'est partager les regards et de vous donner aussi nos regards. Mais on est convaincus que pour bien piloter une branche, il faut en comprendre les rouages, et comprendre les rouages du mécanisme d'assurance et de l'ensemble des éléments, y compris externes, qui influent sur le régime. Je terminerai quand même sur une note positive, parce que tout ça a été
était quand même pas très reluisant, en tout cas pouvait être un petit peu décourageant. On est convaincu qu'il y a des éléments positifs. On est convaincu qu'il y a la capacité à piloter. Alors, vous êtes vraiment des très bons exemples et vous l'avez illustré de manière vraiment très claire et très parlante. Et on est convaincu aussi que même si on a subi ces chocs, hein, donc je parlais des 2 claques, on est convaincu que derrière ces chocs, donc notamment le 100% santé, c'est plus clair, il y aura des bénéfices positifs à ces réformes, hein, enfin en tout cas au 100% santé. Il y aura des bénéfices positifs qui vont se traduire dans les régimes. Alors, notre force, c'est qu'on est capable de voir à long terme, c'est pour ça que vous avez besoin d'assureurs, hein, que vous nous faites confiance, c'est qu'on est capable d'être présent à long terme, et donc on sera là, hein, pour voir les effets positifs. Donc, traversons cette crise ensemble de manière intelligente, mais on est convaincu qu'à long terme, le métier de l'assurance santé prévoyance a un avenir et que le pilotage paritaire a la capacité à répondre aux défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Merci encore à tous pour vos éclairages, vos interventions, et on vous dit à très bientôt, hein, dans un autre rendez-vous Culture Branche. On espère pouvoir le faire en physique, c'est toujours plus, voilà, en tout cas c'est bien de vous voir en physique, c'est toujours plus sympa de voir tout le monde présent. Voilà, merci à tous. Merci. On a tenu le timing et à très bientôt. Merci, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.